Face au droit social, l'émission qui s'intéresse aux problématiques liées au droit social en entreprise. On s'intéresse cette semaine aux prêts de main-d'œuvre illicite avec nos deux experts comme toujours. À tout de suite. « 250 à 300 procès-verbaux dressés chaque année pour des affaires de prêts de main-d'œuvre illicite. On va en parler avec nos deux experts. Nicolas Sauvage, bonjour. Bonjour Roxane. Vous êtes avocat associé chez Reed Smith. À vos côtés, Michael Hayat, bonjour. Bonjour Roxane. Vous êtes délégué aux affaires sociales au sein de Syntec Numérique et également, vous siégez également au Prud'homme. La première question, dans quel cas assiste-t-on à un prêt de main-d'œuvre illicite ? On assiste à un prêt de main-d'œuvre illicite quand une entreprise met à disposition de son personnel, à disposition d'une autre entreprise, et qu'elle n'assortit pas cette mise à disposition d'une réelle prestation avec valeur ajoutée. En d'autres termes, elle met des hommes et elle ne vend pas un conseil, un produit. Ils n'ont pas de compétences particulières. Ils ont des compétences particulières, mais ce ne sont pas les compétences particulières qui vont être vendues avec une espèce de produit. Quand on vend par exemple une prestation de conseil, il y a un conseil particulier, il y a l'objectif, réaliser des économies, installer un programme informatique. Ça, c'est une vraie prestation avec des hommes autour pour la mettre en œuvre. Quand on dit simplement de combien d'informaticiens avez-vous besoin la semaine prochaine, j'en ai besoin de 5, très bien, je les envoie. Ça, c'est exactement du prêt de main-d'œuvre illicite, sauf si on est une entreprise d'intérim. Quel lien y a-t-il avec le délit de marchandage, messieurs ? Le délit de marchandage, c'est lorsque les personnes sont mises à disposition et qu'elles perdent de fait des droits ou des avantages qu'elles auraient eus si elles avaient été soumises à la convention collective de l'entreprise auprès desquelles elles sont mises à disposition. Ah, donc loueuse. Utilisateur. Donc, c'est souvent imbriqué puisque, en général, lorsqu'il y a un prêt de main-d'œuvre illicite, les gens sont mis à disposition et souvent, ils peuvent être mis à disposition d'une entreprise qui a une convention collective plus favorable que celle qui prête. Donc, les personnes perdent un avantage qu'elles auraient eu si elles avaient été embauchées directement. Nicolas, vous souhaitiez ajouter quelque chose ? Oui, on peut ajouter qu'il s'agit d'un délit et que, comme tout délit, il faut une intention. Donc, bien entendu, il faut que l'employeur, pour le marchandage, ait voulu délibérément priver ses salariés d'avantages liés par exemple à la convention collective, la sienne étant moins favorable que celle des entreprises utilisatrices auprès desquelles il va mettre ce personnel pour qu'on puisse effectivement l'attraper et le sanctionner. Donc, encore une fois, attention, le délit de marchandage qui va avec le prêt de main-d'œuvre, il est l'idée qu'on met à disposition des gens et non pas un savoir-faire, une compétence pour une mission précise, et qu'en plus on le fait délibérément en se disant ça nous coûtera moins cher de mettre à disposition nos personnels pour cette personne utilisatrice que si c'est la personne utilisatrice qui les recrute parce qu'elle devra leur payer peut-être plus de jours de RTT, des primes de vacances, des choses, etc. Nicolas, quelles sont les sanctions pour l'entreprise qui se rendent coupables de marchandage ? Alors, il y a deux types de sanctions. Il y a des sanctions civiles et des sanctions criminelles, pénales. Les sanctions civiles, ça va être la requalification en fait de relations entre l'entreprise utilisatrice et les salariés en contrat de travail directement. Donc elles vont se retrouver, les salariés vont se retrouver directement, les salariés de l'entreprise prêteuse vont se retrouver ou pourront demander à ce que soit requalifiée la relation directement en contrat de travail avec l'entreprise utilisatrice, ce qui évidemment est un problème pour l'entreprise utilisatrice. C'est l'annulation du contrat qui a amené à ce délit de marchandage ou à ce prêt de main-d'œuvre illicite. Et du point de vue pénal, les sanctions, c'est 30 000 € d'amende pour les personnes physiques et 2 ans de prison, avec des sanctions complémentaires. Et pour les entreprises, c'est 150 000 € d'amende et des sanctions complémentaires du type publication dans les journaux, interdiction de participer aux appels d'offres publics. Donc les sanctions sont très lourdes, il faut faire attention. Ce sont les mêmes sanctions pour le délit de marchandage et pour le prêt de main-d'œuvre illicite. Voilà. Dans le cas de délit de main-d'œuvre illicite, quelle entreprise est responsable ? L'entreprise qui prête la main-d'œuvre, l'entreprise qui reçoit, qui héberge Les deux, mon général, si je puis me permettre.
c'est-à-dire d'abord celle qui a commis le prêt de main-d'œuvre illicite, c'est-à-dire celle qui a prêté le personnel, mais le client en bénéficie en fait du prêt de main-d'œuvre illicite, puisque par exemple, ça lui évite de passer par une entreprise d'intérim qui lui facturerait plus cher en général, et puis c'est encore plus vrai dans le délit de marchandage, où effectivement il y trouve vraiment à son compte, souvent à double titre. Et donc, lui aussi, l'entreprise elle aussi, l'entreprise utilisatrice peut être considérée comme complice au sens pénal du délit. Donc vraiment, les entreprises doivent faire extrêmement attention à ces deux délits, le premier, le prêt de main-d'œuvre illicite, étant le plus fréquent. Mickaël, au prud'homme, est-ce que vous voyez régulièrement des affaires de prêt de main-d'œuvre illicite? Régulièrement, non, ça arrive, mais c'est assez rare en pratique. On a souvent des cas qui pourraient, lorsque l'avocat le plaide, tendre à cela. Mais les avocats ne vont pas dans leur demande sur ce terrain-là. On voit souvent des cas, par exemple, où des personnes se plaignent des conditions de travail qu'elles ont pu avoir dans une entreprise dans laquelle elles étaient prêtées. Mais elles de manière licite? De manière... on ne le saura pas, puisque ça n'a pas été soulevé. Mais elles attaquent leur employeur en disant que leur employeur aurait dû prendre des mesures de sécurité ou des mesures sans attaquer sur ce terrain du prêt de main-d'œuvre. Un exemple classique, ce sont des personnes qui font de la réception et qui considèrent qu'elles ont été soumises à un travail extrêmement important, trop important pour ce qui était prévu. Ça porte préjudice à leur santé, mais elles pourraient considérer que dans ce travail, elles ont reçu des directives, elles ont reçu des ordres de la part de l'entreprise utilisatrice et que par conséquent, la relation de travail aurait été, peut-être, aurait pu ressembler à un prêt de main-d'œuvre. Donc, mais on a rarement en réalité ce cas-là en pratique. Les contentieux se déroulant plutôt, pour l'instant, sur d'autres terrains. Alors, dans quelle mesure ce débat fait-il polémique, ce phénomène ? La difficulté, c'est que, comme vous pouvez le sentir, il est souvent assez difficile. Il faut apprécier une concreto, il faut des plaidoiries, apprécier des situations, et ça peut au bout d'un moment devenir pénalisant, puisque des entreprises qui vendent un service, et pas des gens, peuvent avoir des difficultés et peuvent s'interdire de vendre leurs prestations ou de vendre le service qui est quand même ce qui les fait vivre, parce qu'elles craignent que la relation commerciale, purement commerciale de vente d'un service avec un client, soit requalifiée parce que le client n'est peut-être pas forcément toujours extrêmement rigoureux en prêt de main-d'œuvre, alors qu'elles ne le souhaitent absolument pas et ce n'est pas leur façon de travailler. Donc ce délit, comme il est très largement défini dans le Code du travail et pourrait, à mon avis, être défini utilement de manière un peu plus précise, peut entraîner parfois des difficultés dans les services de ressources humaines qui vont développer des stratégies extrêmement importantes pour se protéger et protéger leurs salariés et leur entreprise. Et par ailleurs, peuvent parfois freiner un peu la relation des affaires, alors que la relation était licite. Que ça freine des relations illicites, c'est normal. Mais ça peut entraîner une difficulté même pour des relations licites. Il y a des risques. Nicolas, pour éviter ces risques, de quoi les entreprises doivent-elles se méfier pour ne pas tomber dans le prêt de main-d'œuvre illicite quand elles pensent fournir un service ou une prestation ? Alors, on va d'abord parler de l'entreprise prêteuse, ou on va dire de celle qui donne la prestation de service. La première chose, c'est de définir de manière précise la mission, être capable de définir de manière précise dans le contrat la mission du ou des personnes qu'on va envoyer chez le client. La plupart du temps, d'ailleurs, on les envoie chez le client. C'est surtout là que ça se voit. Quand les gens sont à l'extérieur, ça se voit moins. Mais ils sont chez le client. Donc d'abord, définir la mission très précisément. Pas envoyer 5 bons hommes, bonnes femmes. Il s'agit de ne pas envoyer du personnel. On envoie des gens nécessaires pour une mission. Deuxième chose, il faut demander aux clients utilisateurs absolument de distinguer les populations, c'est-à-dire de ne pas accorder à ses salariés, quand on est celui qui est l'entreprise prestataire, de ne pas accorder à ses salariés des adresses e-mail @l'entreprisecliente.com. Oui. Il ne faut pas leur donner un bureau avec dessus le nom de tous les consultants qui sont les miens, qui vont dans l'entreprise utilisatrice. Il faut, et surtout, éviter que l'entreprise utilisatrice, avec son personnel, son directeur des services informatiques, etc., donne des instructions directement à mes consultants.
Parce que là, la relation de subordination, les instructions que je donne, etc., vont commencer à glisser vers l'entreprise utilisatrice. Et c'est là que commence à apparaître le risque de prêt de main-d'œuvre illicite. C'est toujours l'entreprise prêteuse qui manage ses équipes voilà. qui prêtent. Et donc, c'est le principe du travail en équipe, c'est-à-dire j'ai un chef d'équipe qui est responsable de 2, 3, 4, 10 consultants qui sont chez le client sur un projet particulier. Et c'est ce chef d'équipe qui se déplace, qui n'est pas forcément tout le temps chez le client, parce qu'il peut superviser plusieurs chantiers en même temps, mais qui va chez chaque client, qui s'assure que tout va bien, que les relations entre les consultants sont bien et qui fait l'interface avec l'entreprise cliente et non pas l'entreprise cliente qui utilise directement les gens qui sont sur place. J'ajoute une chose. Oui, après, je rajouterai un détail. J'ajoute une chose, c'est qu'il y a une question de durée qui est très importante. Plus ça dure, plus c'est risqué. Et alors, il y a deux raisons. La première, c'est plus ça dure, plus les gens s'habituent, plus ils se comportent finalement comme des collègues les uns des autres, et moins il y a de distinction entre les populations consultants qui arrivent pour travailler et employés de l'entreprise. Et la deuxième, c'est que au-delà d'un an dans une entreprise, quand vous y êtes détaché par une entreprise tierce, vous avez le droit de voter aux élections des représentants du personnel de l'entreprise tierce, de l'entreprise cliente. Et au-delà de 2 ans à travailler dans une entreprise, vous êtes éligible chez l'entreprise tierce. Ouais. Donc ça pose quand même des problèmes divers. On n'a pas envie de voir arriver parmi les délégués du personnel quelqu'un d'une autre entreprise. Enfin, c'est quand même très compliqué. Voilà. Donc c'est aussi cette raison, le fait de passer les 2 ans qui fait que depuis maintenant quelques années, les entreprises qui sont des grandes utilisatrices, celles qui sont de grandes utilisatrices de consultants, par exemple d'informaticiens, mais pas forcément que d'informaticiens, font extrêmement attention à ne jamais faire des contrats dans lesquels les consultants qu'on leur met à disposition restent plus de 2 ans. Voilà. Donc on essaie de les faire rester en dessous de 2 ans. Et puis la dernière chose, c'est quand on rédige le contrat, il est essentiel, c'est à la fois pour celle qui apporte sa main-d'œuvre que pour le client, il est essentiel de ne pas identifier nommément les gens qui vont venir faire l'opération. Parce que si on les identifie, voilà, c'est une ressource humaine, je suis l'entreprise qui fait la prestation de service, je mets bien qui j'ai envie pour réaliser la prestation. Ce que je vous garantis, monsieur le client, c'est que vous aurez une bonne prestation. Ne me demandez pas de vous mettre Dupont, Durand et Duchemol, parce que sinon, on voit bien qu'il y a un changement dans la relation. Ce n'est plus la prestation qui vous intéresse, c'est monsieur Dupont, Durand et Duchemol, et là, il y a un problème. Très bien. Alors le point que je souhaitais rajouter, sur lequel il faut faire extrêmement attention et qui confirme ce qui vient d'être dit, c'est que lorsque l'entreprise utilisatrice a des besoins supérieurs à ce qui était prévu, ce n'est pas elle qui va décider des heures supplémentaires de la personne qui travaille et qui est prêtée. C'est un grand classique, c'est bien le manager. Il faut faire extrêmement attention. Lorsqu'il y a un besoin de prestations supplémentaires, il faut passer par l'entreprise qui est l'employeur, et l'employeur donnera l'ordre aux salariés. Travailler autrement, faire directement dire « écoute, Roger, peux-tu rester 2 heures de plus, je facturerai 2 heures de plus », c'est terrible, parce que d'abord, Roger, en question, se trouve dans une situation, Roger ou quelqu'un d'autre se trouve dans une situation où il est coincé entre ce que lui demande son employeur, qui peut ne pas être d'accord, qui peut dire « il n'y a pas d'heure sup », et ce que lui demande le client. Et ensuite, s'il est un peu conscient de la situation, il est devant une situation où s'il accepte, il va, par sa volonté, finalement, par son acceptation, rendre concret le prêt de main-d'œuvre alors que lui ne le souhaite pas et que personne ne le souhaite. Donc les heures supplémentaires éventuelles doivent être validées par l'employeur et commandées par l'employeur, jamais par le client. Très bien. Merci monsieur pour ces précisions sur le prêt de main-d'œuvre illicite. À très bientôt pour un prochain épisode de Face au droit social.